Chers investisseurs, vous avez dû le remarquer, ça chute fort en ce moment sur les marchés américains. Depuis le début de l'année, le S&P 500 est à moins 5%, l'indice du Nasdaq, qui est un peu plus concentré sur les valeurs technologiques, est à moins 8%, et enfin, la célèbre action qui a porté les marchés en 2023 et en 2024, Nvidia, est à moins 21%. En l'espace d'à peine 3 mois, on a quasiment 700 milliards de capitalisation boursière qui se sont évaporés sur cette entreprise. Et mon portefeuille qui contient pas mal d'actions américaines, vous le voyez, n'a pas été épargné. Il a chuté à peu près à la même vitesse que le S&P 500. Et étant donné que j'ai quand même pas mal de capital placé sur les marchés, ça représente déjà pour moi aujourd'hui une perte de 118 000 euros. Dans cette vidéo, je propose donc qu'on voit ensemble 3 choses. Premièrement, comment réagir face à cette baisse? Est-ce que c'est le moment de paniquer et de vendre ses actions? Ou est-ce qu'au contraire, il vaudrait mieux aller renforcer ses positions? On va aller regarder quelques études très intéressantes qui ont été menées à ce sujet-là. On regardera ensuite la valorisation du S&P 500, le célèbre indice qui est suivi par énormément d'ETF. Est-ce que celui-ci, à l'heure actuelle, est survalorisé? Est-ce que la chute récente était justifiée? Et enfin, restez bien jusqu'au bout, puisqu'à la fin, je vous donnerai accès à un outil gratuit qui vous permettra de déterminer le prix juste des top actions américaines. C'est un outil qui peut être très pratique si vous souhaitez vous positionner sur ces superbes entreprises à un prix qui fait sens. Alors forcément, quand on a ce genre de chute un petit peu violente sur les marchés, les investisseurs ont tendance un petit peu à paniquer, en particulier les débutants. Dans la méthode Trident, quand on a ce genre de chute rapide sur les marchés, on reçoit souvent des DM de clients qui commencent à se poser des questions. Exemple ici avec le message d'Hugo qui nous dit « Salut Sven ». Donc Sven, c'est la personne qui bosse avec moi dans la méthode Trident. Juste une question, au vu de la baisse vertigineuse des marchés, je me pose la question de tout vendre et tout racheter dans quelques semaines ou quelques mois. Alors le premier élément qui me saute tout de suite aux yeux dans le message d'Hugo, c'est l'emploi de mots tout de suite émotionnels. Vous remarquerez, il ne nous parle pas juste d'une baisse, mais d'une baisse vertigineuse. Alors, je vous propose qu'on commence ici. Est-ce que cette baisse est vraiment vertigineuse? Eh bien, si on regarde l'historique du S&P 500 sur les 20 dernières années, clairement, non. Actuellement, on est à moins 5%, ce qui est 4 fois moins que la baisse qu'on a vécue en 2022, moins 20%, et quasiment 8 fois moins que la baisse qu'ont connue les investisseurs durant la crise des subprimes, moins 39%. Donc pour moi, actuellement, on est plutôt sur une correction assez classique comme on en a souvent sur les marchés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y aura toujours quelque chose qui inquiétera les investisseurs. En ce moment, ce sont les nouvelles politiques de taxes douanières de notre cher ami Trump. Mais par le passé, on a eu des guerres, des pandémies, des crises économiques. Et malgré tous ces drames, vous voyez que le S&P 500 a tranquillement continué son ascension. Sur le moment, ces crises paraissent hyper importantes. Quand on est dedans, on se dit que ça change tout, que plus rien ne sera jamais comme avant. Et puis, au bout de quelques mois, quelques années, on finit par complètement les oublier. Est-ce que vous vous souvenez par exemple qu'il y a 4 ans, on était enfermés chez nous, qu'on était obligé de porter des masques pour sortir dehors et qu'on devait aller faire la queue dans les supermarchés pour acheter du papier toilette? Eh bien, probablement que non, vous êtes passé à autre chose comme tout le monde. Le cerveau humain a vraiment cette tendance à se concentrer très fortement sur ce qui se passe en ce moment et à oublier rapidement ce qui s'est passé il y a quelques mois ou quelques années. Mais attention, parce que même si ces crises finissent par être oubliées sur le long terme, sur le court terme, elles créent beaucoup d'incertitudes. Les investisseurs détestent l'incertitude et c'est ça qui va créer de la volatilité sur les marchés. Il y aura toujours des choses qui n'iront pas dans le monde et il y aura donc toujours de la volatilité sur les marchés financiers. La volatilité, c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque à la bourse. Donc selon moi, pour pouvoir gagner 80% du temps en bourse et réaliser de superbes performances, des 15%, des 20%, des 25% sur une seule année, il faut également accepter que 20% du temps, on va également perdre de l'argent. On va avoir des années qui vont être en baisse et vous voyez que les chutes peuvent être assez violentes sur ces années-là. On dit souvent que la bourse prend les escaliers pour monter et l'ascenseur pour descendre. Cet ascenseur, on aimerait bien éviter de le prendre, mais on n'a pas le choix si on souhaite obtenir la performance. Pour moi, la volatilité, c'est le prix à payer si vous souhaitez être gagnant sur le long terme en bourse. Si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix-là, vous n'êtes pas prêt à voir votre patrimoine fluctuer d'un mois sur l'autre, alors vous allez naturellement vous tourner vers des actifs qui sont bien moins performants. Si vous ne voulez absolument aucune volatilité, vous allez garder votre argent sur un livret A. Et là, le risque est différent. Vous avez la garantie
de voir votre épargne se faire manger par l'inflation. Donc pour moi, le choix, il est un petit peu binaire, hein. C'est comme dans Matrix, il y a la pilule rouge et la pilule bleue. Soit vous avalez la pilule rouge, donc vous acceptez la volatilité sur les marchés et vous allez pouvoir vous générer de super performances sur le long terme. Ou alors, vous prenez la pilule bleue, vous refusez complètement toute volatilité et vous acceptez d'avoir des performances médiocres sur le long terme. Bon, là évidemment, je caricature un petit peu car il existe certaines classes d'actifs qui se situent entre les deux, comme les obligations, sur lesquelles vous allez quand même avoir un peu plus de performance que le livret A et quand même un peu moins de volatilité que les actions. Mais le principe général reste le même. Plus vous allez chercher à diminuer la volatilité de votre portefeuille et moins sa performance sur le long terme sera intéressante. Personnellement, vous l'avez deviné, j'ai décidé de prendre la pilule rouge, j'ai décidé d'être 100% investi en actions afin de pouvoir obtenir la meilleure performance sur le long terme. Et donc forcément, j'ai subi de la volatilité. Je trouve qu'on s'en rend bien compte ici avec ce graphique qui vous montre mes gains et mes pertes réalisées chaque année en bourse depuis mon début en 2017. On voit, j'ai commencé à gagner de l'argent, puis l'année suivante, j'ai perdu de l'argent, puis j'en ai regagné, puis j'en ai perdu, puis j'en ai regagné, puis j'en ai perdu. Et dernièrement, 2 grosses années de gains, vous le voyez, 80 000 euros en 2023 et 218 000 euros en 2024. Donc moi, personnellement, j'étais complètement prêt psychologiquement à ce que cette année 2025 soit une année de pertes. Et pour l'instant, les marchés ne m'ont pas déçu puisque, comme je vous l'ai dit, je suis déjà à moins 118 000 euros. Alors dit comme ça peut faire peur, mais vous le voyez, les années où je gagne beaucoup plus que les années où je perds. Et quand on additionne tout ça, on voit que la tendance est très positive sur les 7 dernières années. J'ai juste pris un petit peu d'avance en 2024. Si on retourne sur le message d'Hugo, il nous dit ensuite « J'ai commencé la méthode Trident il y a 1 an environ, donc j'avais beaucoup de plus-value non réalisées. Mais là, j'arrive quasiment à 0 pour bientôt passer en moins-value. J'ai plus de 100 000 euros d'investissement. Qu'en penses-tu? Merci. » Donc là, vous voyez tout de suite la différence. C'est beaucoup plus facile pour moi d'accepter cette chute récente parce que ça fait déjà longtemps que je suis investi en bourse, que j'en ai connu plusieurs et surtout que mon compte reste dans le vert. Au contraire, pour un investisseur qui démarre comme Hugo, pour qui c'est la première chute et cette chute va faire passer son portefeuille dans le rouge, c'est forcément beaucoup plus difficile à encaisser. Mais ce que j'ai envie de dire à Hugo et à toutes les personnes qui ont démarré récemment l'investissement en bourse, c'est soyez patient parce que 1 an, c'est vraiment une période trop courte pour juger de vos performances boursières. Vous avez cette étude basée sur plus de 200 ans de performances boursières américaines qui vous donne votre pourcentage de chance d'avoir un portefeuille en positif en fonction de votre durée de rétention moyenne. Hugo nous a dit qu'il avait démarré ses investissements il y a 1 an environ, mais sa durée de détention moyenne doit être plus faible que ça car je pense qu'il n'a pas placé les 100 000 euros il y a pile 1 an. Il les a probablement investis tout au long de cette année 2024. Je vous montre rapidement, sur l'app Trident, on a créé une option pratique qui vous permet de connaître votre temps de possession moyen sur chacune de vos actions. Ici, par exemple, vous voyez, je vois que j'ai l'action Mastercard depuis en moyenne 620 jours en portefeuille. En fait, l'outil va faire la moyenne de mon temps de possession de chacun des trades que j'ai fait sur Mastercard. Et vous voyez que ça fait un petit moment que je n'ai pas acheté l'action, donc forcément, ma moyenne va être élevée. Mais j'ai quand même fait du DCA et donc attention parce que parfois, on a tendance à se dire « j'ai acheté l'action le 13 février 2023, donc ça fait 760 jours que je l'ai ». Mais en réalité, si vous l'avez renforcé tout au long de l'année, forcément, votre moyenne de temps de détention va baisser. Et la moyenne totale du portefeuille est assez intéressante ici puisque le portefeuille Trident a été lancé il y a 2 ans. Mais étant donné qu'on continue de faire du DCA chaque semaine sur nos actions, vous voyez que notre temps de possession moyen au niveau du portefeuille n'est que de 333 jours. Sachant que le portefeuille Trident n'a même pas encore 1 an de durée de rétention moyenne, il est très probable que Hugo soit plutôt autour des 6 mois de détention moyenne. Et vous le voyez, ça ne lui fait que 66% de chance d'avoir un compte dans le vert. Autrement dit, avoir un compte en moins-value au bout de 6 mois de possession, c'est complètement normal. Ça arrive un tiers du temps. Heureusement, il existe une solution simple pour augmenter drastiquement vos chances d'avoir un compte dans le vert, de gagner concrètement de l'argent en bourse. C'est tout simplement d'élargir votre temps de possession moyen. Au bout de 10 ans, vous voyez que vous avez 88% de chances d'être dans le vert. Au bout de 15 ans, 96%. Au bout de 20 ans, c'est 100%. Et c'est pour ça qu'on dit sans arrêt qu'en bourse, il faut investir sur le long terme. C'est uniquement sur le long terme qu'on peut se garantir d'avoir des bons résultats. Sur le court terme, c'est pile ou face. Si comme Hugo, vous jugez vos performances boursières au bout de 6 ou 7 mois, vous allez avoir beaucoup de volatilité et de grandes chances que votre portefeuille soit encore dans le rouge. Si comme moi, vous jugez votre performance sur 6 ou 7 ans, vous allez encore avoir un peu de volatilité, des années en hausse, des années en baisse.
mais vous devriez commencer à voir une belle tendance qui se dessine. Et enfin, la magie va vraiment opérer lorsque vous allez observer vos résultats sur plusieurs décennies. C'est là que vous allez vraiment voir la puissance des intérêts composés et que vous allez être ravi d'avoir investi en bourse. La dernière chose qui m'a fait tiquer dans le message d'Hugo, c'est ce passage. Je me pose la question de tout vendre et tout racheter dans quelques semaines ou quelques mois. Là, normalement, ce message devrait déclencher des sirènes d'alarme. Alerte, alerte au market timing. Le market timing, c'est ce qu'on espère tous pouvoir faire quand on est débutant. On se dit, ok, le marché est en train de chuter, je vais simplement sortir du marché, attendre qu'il termine sa chute, et puis au moment où il va commencer à se reprendre, je vais tout simplement revenir sur le marché. J'aurai comme ça évité l'ascenseur et je pourrai tranquillement reprendre les escaliers. C'est une stratégie qui paraît superbe sur le papier. On se dit, bah oui, ça fait complètement sens. Mais avec l'expérience, on se rend compte que c'est complètement impossible à appliquer sur le terrain. Vous avez cette étude qui l'illustre très bien. Si vous aviez investi 10 000 € dans le S&P 500 en janvier 2003 et que vous étiez resté investi durant toute cette période, vous auriez aujourd'hui 64 844 €. Vous auriez quasiment fait un x7 par rapport à votre investissement initial. Mais si vous aviez juste raté les 10 meilleurs jours durant cette période de près de 20 ans, vous le voyez, votre performance aurait été divisée en deux. Vous n'auriez plus que 29 000 €. Et c'est encore pire si vous loupez les 20 meilleurs jours, les 30 meilleurs jours. Si vous loupez les 40 meilleurs jours, votre performance devient négative. Et si vous loupez les 60 meilleurs jours durant cette période de 20 ans, vous perdez 93% de votre performance. Cette étude illustre bien à quel point il est important de toujours rester investi sur les marchés parce que si vous sortez du marché, vous prenez le risque de louper ces meilleurs jours, ces jours qui sont vraiment critiques pour votre performance. Et à votre avis, où sont situés ces meilleurs jours? À nouveau, ceux qu'il ne faut surtout pas rater au risque de diviser votre performance en deux. Eh bien, les voilà sur les 20 dernières années. Qu'est-ce qu'on a? On a durant la crise financière en 2008 et durant la crise du Covid en 2020. En fait, les études montrent que 70% du temps, ces meilleurs jours se situent durant un bear market, c'est-à-dire lorsque le marché a déjà chuté de moins 20%. Autrement dit, les meilleurs jours en bourse, ceux qu'il ne faut surtout pas louper, sont très proches des pires jours en bourse, ceux qui font très mal au portefeuille. Il faudrait donc que vous soyez un génie du timing pour être capable de sortir sur les pires jours et de re-rentrer pile au moment où il y a des excellents jours. Le S&P 500 en 2020, pour moi, c'est un excellent exemple de ça. Sur les 3 premiers mois de l'année, le marché a chuté de moins 29%. C'est violent, c'est une chute qui est 6 fois plus importante que celle qu'on a en ce moment. Je l'ai vécu et je peux vous dire que ça paniquait fort du côté des investisseurs. Sur les réseaux, on avait plein de personnes qui disaient « N'attrapez pas des couteaux qui tombent, sortez du marché, attendez 1 ou 2 ans que le marché remonte. » Et malheureusement, il y a plein d'investisseurs débutants qui ont suivi ces conseils, qui ont vendu leurs actions une fois que le marché avait chuté de moins 29%. Et du coup, ils ont loupé certains des meilleurs jours en bourse de la décennie. Vous le voyez, le 24 mars 2020, le S&P 500 a pris plus 9%, le 13 mars, plus 9% de nouveau, et le 6 avril, plus 7%. Ces superbes jours sont arrivés bien plus tôt que ce qui était anticipé. Et là, évidemment, vous avez encore des investisseurs qui sont restés dans le déni, des gens qui ont dit « Oui, d'accord, là, le marché rebondit, mais il va finir par redescendre. » Et à ce moment-là, vous pourrez racheter des actions. Évidemment, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le S&P 500 a une reprise en ligne droite et a même terminé l'année à plus 16%. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a démarré à moins 29% et on a terminé à plus 16%. Et pour les personnes qui ont vendu dans le creux, la situation est terrible. Soit elles rachètent leurs actions 40% plus cher que le prix auquel elles l'ont vendu, ce qui fait une énorme perte sur leur portefeuille, ou alors elles se disent non, je vais attendre que le S&P 500 redescende, ce qui s'est absolument pas passé sur les 4 années suivantes, il a continué de monter. Ce que je retiens de cette expérience de 2020, c'est qu'il est impossible de savoir si le marché va continuer de baisser ou au contraire rapidement se redresser. C'est la question qu'on me pose sans arrêt à chaque fois qu'il y a une baisse. Est-ce que ça va continuer de baisser? Est-ce que ça va remonter rapidement? On n'en sait rien. Et je vous invite à vous méfier de toute personne qui vous dit avec certitude dans quel sens le marché va partir. Personnellement, j'accepte complètement de ne pas savoir dans quelle direction le marché va partir sur le court terme et je continue d'appliquer avec discipline ma stratégie d'investissement. Je continue d'investir chaque semaine dans des actions de très bonne qualité qui se vendent à des valorisations intéressantes. C'est le fameux DCA, vous en avez probablement entendu parler, Dollar Cost Averaging. Quand le marché baisse, on achète.
Quand le marché stagne, on achète. Quand le marché monte, on achète aussi. La seule petite optimisation que j'ai mis en place depuis 2020, c'est que lorsque le marché va chuter comme ça de manière violente, je vais aller augmenter un petit peu mon DCA. Donc par exemple, au lieu d'investir 100 € par semaine, je vais investir 200 € par semaine. Je vais toujours avoir un petit peu d'argent mis de côté sur mon courtier, ce qui va me permettre de saisir des opportunités. Je fais ça parce qu'en mars 2020, la chute avait vraiment été brutale et je n'avais même plus assez d'argent sur mon courtier pour acheter ces belles actions à des prix très intéressants. Et vous savez comment c'est, le temps de faire les virements, le temps que l'argent arrive, le temps de pouvoir acheter des actions, le marché était déjà en partie remonté. Donc maintenant, je ne me ferai plus avoir et je garde toujours une poche de cash sur mon courtier afin de pouvoir saisir des opportunités. Et ce qui est bien avec cette poche de cash, c'est que vous êtes aussi content quand le marché baisse parce que vous allez pouvoir racheter encore plus d'actions. Alors, est-ce que je suis en train de dire qu'il faut acheter toutes les baisses, quoi qu'il arrive, sur toutes les actions? Non, clairement, si vous faites du DCA sur Intel et que vous achetez même durant les points bas, vous voyez qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez quand même en négatif. Ce que je veux surtout dire, c'est qu'en tant qu'investisseur, il faut savoir séparer les bruits des signaux. Si votre action chute à cause de discours politiques, de news macro alarmistes ou tout simplement parce que ce n'est pas une action à la mode, c'est probablement un bon moment pour renforcer votre position. En revanche, si votre action chute parce que ses résultats sont décevants, que l'entreprise est en train de perdre ses avantages concurrentiels ou parce que sa valorisation est extrême, alors là, il faut prendre note et se méfier de ce qui se passe. Mais si tout se passe bien sur les entreprises dans lesquelles vous avez investi, vous n'avez pas besoin d'accepter les offres ridicules que vous propose le marché en ce moment. Imaginons que vous ayez acheté un appartement à 150 000 €. Vous l'avez amélioré, vous avez fait des travaux, vous avez des locataires qui sont à l'intérieur et qui sont ravis. Donc, vous estimez que votre bien, au bout de 1 an, a pris de la valeur. Vous estimez qu'il vaut aujourd'hui 180 000 €. Si demain, votre voisin vient vous voir et vous dit « Écoute, je te propose de racheter ton appartement à 90 000 €, vous allez lui rironner. Vous allez dire « Bah non, c'est pas du tout la valeur qu'a cet appartement selon moi. » Eh bien, c'est exactement pareil en bourse. Si vous avez acheté l'action d'une entreprise à 150 € et que depuis 1 an, celle-ci est parvenue à augmenter son chiffre d'affaires, ses ventes, ses marges et que tout se passe bien dans le business, vous estimez aujourd'hui que cette action vaut 180 €, pourquoi vous iriez accepter de la vendre sur les marchés à 90 €? Cette offre ne fait tout simplement pas sens par rapport à la valeur du business dans lequel vous avez investi. Pour moi, il y a donc une compétence essentielle à développer en tant qu'investisseur en bourse, c'est de bien savoir séparer la valeur du business dans lequel on a investi du prix de l'action qui est affiché sur les marchés. Souvent, ces deux chiffres seront très proches, mais il arrive parfois, en particulier lorsqu'il y a des crises, qu'il y ait une forte déconnexion entre ces deux chiffres et c'est là qu'il y a le plus d'opportunités. Bien sûr, pour pouvoir saisir ces opportunités, il faut que vous soyez capable de déterminer la valeur du business qui est derrière l'action. Selon moi, il y a 3 éléments majeurs qui vont déterminer la valeur d'un business. Le premier, c'est la croissance estimée de ses bénéfices futurs. Le deuxième, c'est la prédictibilité de cette croissance. Autrement dit, quelles sont les chances que cette croissance soit réellement réalisée sur les années à venir. Et en utilisant ces 2 éléments-là du business, on va pouvoir déterminer un multiple juste auquel on va être prêt à acheter notre action. Alors tout ça est un petit peu théorique, donc je vous propose qu'on prenne un exemple concret avec l'indice du S&P 500. Premier élément, la croissance des bénéfices. Vous le voyez, sur les 10 dernières années, les 500 plus grandes entreprises américaines sont parvenues à augmenter leurs bénéfices par action de 7% par an. Sur les 5 dernières années, on est à 9% par an, on a donc une accélération. Et pour le futur, les analystes estiment que le S&P 500 devrait pouvoir faire grandir à 15% par an ses bénéfices. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça quand même un petit peu optimiste, cette anticipation des analystes, surtout par rapport à l'historique du S&P 500. Donc je vais être un peu plus prudent et partir sur une croissance des bénéfices estimée de 10% par an pour le S&P 500. Deuxième élément très important, la prédictibilité de cette croissance. Est-ce que les 500 plus grandes entreprises américaines vont vraiment pouvoir réaliser cette croissance de 10% par an sur les 5 à 10 prochaines années? Une première chose qu'on peut regarder pour avoir un élément de réponse, c'est évidemment l'historique de résultats du S&P 500. Ici, vous le voyez sur ce petit graphe, on a l'évolution du bénéfice par action des 500 plus grandes entreprises américaines. Globalement, on voit que la tendance est positive. Les entreprises américaines génèrent de plus en plus de bénéfices par action et c'est ça qui va permettre au S&P 500 de vous donner de plus en plus de performance. Même si il faut quand même souligner qu'il y a des périodes difficiles. On le voit ici en 2008 et 2009, moins 19% puis moins 78%. On a également une chute en 2016, encore une chute en 2021, une chute en 2022 à cause de la hausse des taux d'intérêt. Donc on a quand même un petit peu de volatilité
À nouveau, dans un indice comme ça, on a vraiment beaucoup d'entreprises différentes et donc forcément, on va se retrouver avec des entreprises qui sont un peu plus cycliques. On a des bénéfices qui peuvent quand même chuter lorsqu'il y a des ralentissements économiques. Généralement, les ETF du S&P 500 sont pondérés par capitalisation boursière. Autrement dit, plus l'entreprise va être grosse et plus vous allez y être exposé lorsque vous achetez un ETF du S&P 500. Une manière de juger la prédictibilité de ce type d'ETF, c'est donc de regarder les plus grandes lignes du portefeuille et de voir un petit peu si selon vous, ce sont des bonnes entreprises. Ici, je vous affiche à l'écran les 12 plus grandes entreprises à l'heure actuelle qui sont présentes dans le S&P 500. Personnellement, j'aime beaucoup Microsoft, Google, Amazon, Meta, c'est un petit peu concentré sur la publicité digitale, mais j'aime bien aussi. Apple, c'est très solide, mais je vous en parlais dans la dernière vidéo. C'est quand même une entreprise qui commence à devenir plus mature et qui a plus de mal à faire de la croissance. Dans les entreprises qui sont assez matures, je mettrai aussi la holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, et je mettrai également Walmart et JP Morgan. Voilà, on est sur des entreprises clairement qui sont solides, qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain, mais on n'est pas non plus ces entreprises qui peuvent faire des superbes croissances. Et justement, en termes de forte croissance, il nous reste Nvidia, Broadcom, Tesla et Eli Lilly. Donc ce sont des entreprises qui ont des croissances attendues qui sont très fortes. Mais attention, parce que la prédictibilité n'est pas forcément garantie sur ce genre d'entreprise. On a également des entreprises qui sont très surévaluées, comme par exemple Tesla. Même Eli Lilly, je crois qu'en ce moment, on est sur un PER de 50. Donc si jamais il y a des soucis sur les médicaments ou comme on le voit en ce moment, des soucis sur la vente de voitures de Tesla, ça peut créer évidemment de la cyclicité sur les revenus et les bénéfices du S&P 500. Voilà, dans tous les cas, je trouve que c'est intéressant de savoir sur quelles entreprises vous êtes le plus exposé lorsque vous achetez un ETF du S&P 500. Et par rapport à tout ce qu'on vient de voir, je donnerai au S&P 500 une prédictibilité de 80%. Voilà, on a des résultats qui sont assez solides, même s'il peut y avoir quand même des chutes assez importantes et qu'à l'intérieur de l'indice, on a des entreprises qui sont un petit peu matures et des entreprises qui peuvent être aussi survalorisées. Maintenant qu'on a ces deux éléments, on va pouvoir déterminer un multiple juste pour notre ETF. Le fonctionnement de ce multiple, il est assez simple. Plus la croissance des bénéfices de l'entreprise est élevée et plus on est certain que cette croissance va pouvoir être réalisée, plus on va être prêt à payer un multiple élevé. Il y a une petite règle que j'aime bien utiliser à ce niveau-là. Elle ne fonctionne pas forcément dans tous les cas, mais elle est quand même intéressante pour pas mal d'entreprises. J'aime bien payer un multiple qui soit 10 points au-dessus de la croissance des bénéfices. Donc typiquement ici, on a 10% par an estimé pour le S&P 500, ce qui nous donnerait un PER de 20. Évidemment, avant d'aller appliquer ce PER de 20, je vais aller regarder la moyenne historique. Quel est le multiple auquel se sont échangés les bénéfices des 500 plus grandes entreprises américaines sur les 10 et les 5 dernières années? Et vous le voyez, on a des moyennes qui sont quand même assez élevées, un PER de 24 sur 10 ans et un PER de 26 sur 5 ans. Donc globalement, les investisseurs ont récompensé le fait que le S&P 500 soit parvenu à accélérer la croissance de ses bénéfices. Ici, vous le voyez, j'ai placé ma courbe verte à un PER de 24. On voit que c'est pas mal, mais quand même très régulièrement, on est en dessous. On a plein de périodes où le S&P 500 s'est échangé à moins que ça. Donc je trouve que ce n'est pas forcément un PER très prudent et je préfère donc partir sur un PER de 20. À nouveau, quand on fait des hypothèses de croissance, surtout que là, on parle des 5 prochaines années, je préfère toujours être plus prudent. Et on voit qu'un PER de 20, c'est quand même assez rare. On a eu un petit ici durant la crise du Covid, on a eu de nouveau un point qui était atteint en 2022 et sinon c'était toute la période de récupération après la crise des subprimes, mais on voit que ça reste pour le S&P 500 en tout cas un PER assez prudent. Ok, c'est super, on a déterminé nos 3 critères tridents. Grâce à eux, on va pouvoir obtenir un rendement estimé sur les 5 prochaines années si on achète l'action aujourd'hui. Vous le voyez, le S&P 500 s'échange un PER de 26,3. Si ces 500 plus grandes entreprises américaines parviennent en moyenne à faire grandir leurs bénéfices à 10% par an sur les 5 prochaines années et retournent à un PER de 20, donc finalement qu'on passe de ici à ici, vous voyez, on devrait pouvoir obtenir 8% par an de rendement estimé. Ici, vous avez tout le détail du calcul. Ça nous donne 6,49% par an de rendement qui proviendra de la plus-value et 1,19% par an qui proviendra des dividendes. Si vous êtes observateur, vous avez dû remarquer que les 10% de croissance qu'on a sélectionnés ici ne s'appliquent que sur les 3 dernières années. Ce qui est top, c'est que sur les 2 premières années, donc 2026 et 2027, on utilise les estimations des analystes qui sont souvent un peu plus précises et vous voyez qu'ils sont assez optimistes pour le S&P 500 sur les 2 prochaines années, plus 18% en 2026 et plus 17% en 2027. En conclusion, on constate que la chute récente n'est pas si importante que ça lorsqu'on dézoome sur 20 ans et que le PER du S&P 500 reste encore élevé, en particulier par rapport à sa moyenne qui avait tendance à être plus faible que ça.
mais on a quand même des croissances assez fortes estimées sur les prochaines années, ce qui devrait nous permettre d'obtenir un rendement qui est quand même correct de 8% par an. On serait quand même en dessous des performances qui ont été réalisées par le S&P 500 sur les 5 et 10 dernières années, puisqu'on était plutôt autour des 12-14% par an, mais ça reste quand même sympa. Donc voilà, pour moi, le S&P 500 est encore un petit peu surévalué en ce moment, mais rien d'extrême non plus. 8% par an, c'est évidemment correct, mais si on creuse un petit peu, je suis sûr qu'on peut essayer de trouver mieux. Comme je vous l'ai dit, à l'intérieur du S&P 500, on a plein de types d'entreprises. On a des entreprises plus matures, on a des entreprises qui ont des fortes croissances, mais avec plus d'incertitudes. Et on a également des entreprises que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est le sweet spot. Elles ont des croissances qui sont supérieures au marché et une prédictibilité qui est excellente, tout en ayant une valorisation qui soit raisonnable par rapport au S&P 500. L'exemple que j'ai sélectionné aujourd'hui, c'est une entreprise que vous connaissez très bien. Vous êtes d'ailleurs en train d'utiliser un de ces produits. Je parle évidemment de Google. On va donc faire exactement le même travail qu'on vient de faire pour le S&P 500 sur Google, en démarrant avec la croissance future estimée de ses bénéfices. Et là, vous voyez tout de suite qu'on a déjà un meilleur historique que le S&P 500 puisqu'on était à 7% sur les 10 dernières années, Google est à 23% et on était à 9% sur les 5 dernières, Google est à 27% par an. En revanche, les estimations des analystes sont plus faibles, 14% par an pour Google sur les 5 prochaines années. Ici, je trouve que l'estimation des analystes est assez faible par rapport à ce que Google est historiquement parvenu à délivrer. Donc, je vous propose qu'on reste sur ce 14% par an. Ça nous fait quand même déjà plus 4 points par rapport à la moyenne du S&P 500. C'est bien d'avoir 4 points de plus, mais évidemment, une question très importante, c'est la prédictibilité de cette croissance. Est-ce qu'on peut faire confiance à Google sur le fait qu'ils parviendront réellement à réaliser ces 14% par an de croissance sur les 5 à 10 prochaines années? Comme pour le S&P 500, on va commencer en regardant l'évolution du montant de bénéfices par action généré par Google. On voit qu'on a quelques périodes de baisse, notamment en 2011, moins 34% et en 2017, moins 28%. Mais quand même, sur 20 ans, ça ne fait que 2 années de baisse. Et globalement, la tendance est très très bonne avec même une accélération, vous voyez, sur les dernières années avec des chiffres impressionnants, plus 90% en 2021, plus 20% encore en 2023 et plus 33% en 2024. Si les analystes n'estiment que 14% par an de croissance pour Google, je pense que c'est justement parce que la croissance des bénéfices a déjà été hyper importante sur les précédentes années. Lorsqu'on a analysé le S&P 500, on est rentré en détail dans les top positions de l'indice. Ici aussi, on va pouvoir rentrer un peu plus en détail dans le business de Google en regardant notamment ses derniers résultats. On est ici sur le 4e trimestre de 2024. On voit une très belle croissance des revenus, 96,5 milliards sur le trimestre, plus 12% par rapport à l'année dernière. Et on a un petit peu la segmentation de ces revenus. On voit qu'on a une grosse partie ici au niveau de la publicité, plus 11%, qui est découpé en 3 segments. On a ici le search avec plus 13%, YouTube avec plus 14% et Google AdMob qui est un petit peu le segment qui est un petit peu en déclin. Vous savez, c'est la régie publicitaire de Google qui met des pubs un peu sur différents sites web. Aujourd'hui, on se déplace de moins en moins sur les sites web. On est quand même beaucoup plus sur des réseaux comme YouTube, Facebook, Instagram. Donc, c'est pas forcément le segment le plus intéressant. Mais voyez que Google ne fait pas que de la publicité. On a aussi un segment ici assez intéressant de Google Play qui reprend un petit peu la stratégie d'Apple avec la marketplace qu'ils ont sur Android. Et également, on a les abonnements de YouTube, plus 8% sur ce segment. Et enfin, on termine avec un des segments les plus intéressants pour Google, c'est celui qui a la plus forte croissance, c'est Google Cloud. Ils sont en 3e position, donc ils sont derrière AWS et Microsoft. Mais c'est vraiment un segment à forte croissance qui devient de plus en plus profitable. Les entreprises ont envie de se digitaliser et ont besoin d'un service de cloud qui va bien fonctionner. Et enfin, on a un dernier segment ici qui représente un petit peu les paris long terme de Google. C'est encore tout petit, mais on va en parler. Il y a un projet qui me semble offrir pas mal d'opportunités sur le long terme. Si, malgré ces bons résultats, l'action Google a pas mal chuté ces derniers temps, c'est parce que beaucoup d'investisseurs s'inquiètent de l'impact que peuvent avoir les LLM type ChatGPT ou Perplexity sur le business de Google Search qui représente, vous le voyez, encore une part importante des revenus. Je pense que c'est clairement un aspect à surveiller au niveau de cette entreprise, mais pour l'instant, ça ne se voit pas trop dans les chiffres. Vous voyez que c'est encore un segment qui a grandi à 13% cette année. Google est aussi en train d'intégrer l'IA dans ses résultats de recherche et le management a annoncé que cela générait de très bons résultats, aussi bien en termes d'interaction que de monétisation. La monétisation est similaire aux annonces classiques. Google a également lancé son propre LLM, Gemini.
Celui-ci avait pris pas mal de retard au début, mais aujourd'hui, ça fait partie des LLM les mieux notés en termes de performance. Je pense également que l'entreprise parvient à bien se diversifier en dehors du business du search. Je pense notamment à YouTube qui, vous le voyez, est la plateforme numéro 1 en termes de streaming aux États-Unis avec 11% de part de marché, ce qui est une énorme progression. Vous voyez, en l'espace de 2 ans, en décembre 2022, on n'était qu'à 7%. Donc vraiment, cette plateforme est en train de manger les concurrents, notamment Netflix et Prime Video. Non seulement YouTube fait de la concurrence aux plateformes de streaming vidéo, mais également aux plateformes qui font de l'audio. Vous voyez qu'aujourd'hui, YouTube est devenu la plateforme préférée des Américains pour écouter des podcasts, devant des acteurs beaucoup plus spécialisés comme Spotify ou encore Apple Podcasts. Les revenus de YouTube vont forcément être plus cycliques que ceux de Netflix, car Netflix, c'est majoritairement des revenus à abonnement, alors que YouTube, c'est majoritairement des revenus publicitaires. Pour autant, vous voyez que ces revenus pub n'ont pas à rougir du chiffre d'affaires de Netflix. On a même plusieurs périodes, notamment en fin d'année, où les annonceurs sortent leur budget, où les publicités YouTube vont rapporter plus que le chiffre d'affaires de Netflix. Et à nouveau, là, on ne parle que des revenus publicitaires de YouTube. L'entreprise a également lancé un service à abonnement, YouTube Premium, et celui-ci a déjà plus de 100 millions d'abonnés. Donc, c'est mélangé aussi avec YouTube Music. Mais c'est une partie que je trouve intéressante. Ça va permettre à l'entreprise d'avoir des revenus un peu plus réguliers comme ce Netflix. Enfin, il faut qu'on parle de la croissance impressionnante qu'a connue Google Cloud. 2,6 milliards en 2019 et 12 milliards de dollars aujourd'hui en 2024. Et on parle de revenus qui sont extrêmement récurrents. Et vous le voyez, au début, c'était de la perte pour Google. Et depuis peu, ça devient un segment qui est lui aussi profitable. 2,1 milliards de dollars générés sur le dernier trimestre. Et Google va faire levier sur sa suite de logiciels gratuits pour aller upgrader les entreprises vers des services plus poussés sur Google Cloud. Ce qui inquiète les investisseurs par rapport à ce segment, c'est que pour proposer de superbes services de cloud aux entreprises, il y a besoin d'investir de plus en plus dans de l'infrastructure, en particulier avec l'arrivée de l'IA qui demande une importante puissance de calcul. Et ça se voit sur les chiffres, vous voyez que le montant de CAPEX dépensé par Google a beaucoup augmenté ces dernières années. On a quasiment 75 milliards de dollars d'investissement dans l'infrastructure estimé pour 2025. Cette forte augmentation au niveau des dépenses peut faire peur, mais je pense qu'il faut la remettre dans le contexte. Déjà, le management a précisé que la demande au niveau de l'IA pour les entreprises était énorme et que ces investissements allaient donc pouvoir être rapidement rentabilisés. Historiquement, Google est toujours parvenu à obtenir de très bons retours sur ces investissements. On voit même que ça s'est amélioré sur les dernières années. Donc, je ne vois pas en quoi ces investissements-là pourraient être moins rentables, surtout s'il y a une telle demande à l'heure actuelle. Il va évidemment falloir quand même surveiller parce qu'il y a de la concurrence au niveau d'Amazon et de Microsoft. Mais dans le monde, il n'y a pas tant d'entreprises qui sont capables de proposer des bons services de cloud robustes. Et je pense donc que même si ces montants d'investissement sont élevés, ils devraient pouvoir apporter beaucoup aussi à l'entreprise sur le long terme. Certains investisseurs s'inquiètent de l'arrivée de DeepSeek, mais pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que si les coûts pour développer des modèles de LLM diminuent, eh bien Google n'aura pas à investir autant dans le CAPEX, ils n'auront plus besoin de donner des 75 milliards de dollars à Nvidia, ce qui devrait leur en faire encore plus dans la poche. Sachant que déjà, à l'heure actuelle, même avec ces gros investissements en CAPEX, l'entreprise garde beaucoup d'argent dans sa poche. Vous voyez que les marges opérationnelles ont monté et qu'on est aujourd'hui autour des 30%. Le montant dépensé en CAPEX est aussi à remettre dans le contexte du montant de cash flow opérationnel généré par l'entreprise. Si vous avez une entreprise qui augmente ses montants de CAPEX, mais qui parvient également à augmenter son cash flow opérationnel, eh bien le pourcentage dédié au CAPEX reste assez stable dans le temps. Même si le montant de cash de Google a diminué sur ces dernières années, on parle encore d'une entreprise qui, après avoir remboursé ses dettes, dispose de 70 milliards de cash. Autrement dit, Google pourrait racheter rien qu'avec son cash 70% des entreprises du S&P 500. Vous voyez que 70 milliards, c'est à peu près la valorisation de PayPal, de Mercedes, de FedEx, de Dassault Systèmes ou encore de Vinci. Enfin, je vous parlais d'un projet secondaire qui pourrait rapporter gros à Google. C'est évidemment Waymo, sa filiale de voitures autonomes. Je vous en avais parlé notamment dans la dernière vidéo où j'avais analysé Uber. J'ai vraiment été impressionné par la vitesse à laquelle ce service s'est développé aux États-Unis cette année 2024. Il y a 7 mois, l'entreprise réalisait 50 000 trajets par semaine. Il y a 4 mois, on est passé à 100 000. Il y a 2 mois, 150 000.
il y a une semaine 175 et en ce moment 200 000 trajets payants par semaine réalisés par Waymo avec des voitures 100% autonomes. Évidemment, c'est encore un segment qui perd de l'argent, ce n'est pas suffisamment de revenus pour impacter une entreprise aussi grande que Google, mais si ça continue à cette vitesse-là, ça pourrait vraiment représenter une partie très très intéressante sur l'entreprise. Donc à nouveau, c'est un truc qu'on récupère quand on achète Google. C'est pas du tout le point central du business, mais ça fait plaisir. Voilà, en conclusion les amis, basé sur toute cette analyse des différents segments de Google, je pense que l'entreprise a vraiment toutes les cartes en main pour réaliser cette croissance prudente de 14% par an. Je lui donne donc une prédictibilité de 90%. Pour moi, il y a 90% de chances que Google réalise concrètement cette croissance de 14% par an sur les 5 à 10 prochaines années. Ok, on a fait le plus dur, on a parlé de la croissance et surtout de la prédictibilité. Il ne nous reste maintenant plus qu'à déterminer un multiple. Historiquement, vous voyez que les actions Google se sont échangées à un PER de 25, aussi bien sur 5 ans que sur 10 ans. Et on voit que c'est un PER qui est plutôt juste pour l'entreprise avec quand même de nombreuses périodes où elle s'est changée au-dessus de ce multiple-là. Mais à nouveau, le futur est incertain. La croissance de Google va quand même ralentir par rapport à son historique. Donc, je vous propose d'être plus prudent sur nos hypothèses et de partir sur un PER de 21. On voit que c'est quand même assez rare que Google s'échange pour seulement 21 fois ses bénéfices. On a une petite période ici en 2012. La Covid, on n'est même pas arrivé à 21. Petite période ici en 2022 et de nouveau la période actuelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de Google. Je trouve que c'est, vous voyez, assez rare que les bénéfices de Google s'échangent pour un prix aussi intéressant. En utilisant nos 3 critères tridents, je tombe sur une estimation de rendement estimée pour Google si vous l'achetez aujourd'hui de 15% par an sur les 5 prochaines années. Donc à nouveau, on partirait de ce PER actuel de 19, on remonterait jusqu'ici à un PER de 21, tout en générant une croissance moyenne de 14% par an avec plus 13% en 2025 et plus 15% en 2026. L'année dernière, Google a annoncé son premier dividende, donc c'est sympa, ça fait toujours un peu plus de revenus passifs, même si vous le voyez sur les 5 prochaines années, la grande majorité de la performance devrait provenir de la plus-value, 15% par an et seulement 0,35% par an en provenance du dividende. Avec Google, on se retrouve donc avec une estimation de rendement sur les 5 prochaines années qui est beaucoup plus intéressante que le S&P 500. À nouveau, si on fait la comparaison, on a un PER de 26 pour le S&P 500 contre seulement 20 à l'heure actuelle pour Google. On a une croissance estimée de 10% pour le S&P 500 alors qu'on a une croissance de 14% pour Google. Et si on divise les critères ensemble, donc on prend le multiple et on le divise par la croissance, on obtient le PEG. Et vous voyez que le PEG du S&P 500 est de 2,6 contre 1,4 pour Google. Je n'ai pas l'impression d'avoir pris des hypothèses très optimistes sur Google et pourtant je me retrouve avec une estimation qui est 7 points au-dessus de celle du marché. Google devrait pouvoir me rapporter 7% par an de plus que la moyenne de l'indice. C'est là que ça peut être intéressant d'aller sélectionner ses propres actions plutôt que d'acheter l'indice dans sa globalité. Si comme moi, vous aimez bien faire des bonnes affaires sur les marchés, en particulier comme en ce moment lorsqu'il y a des baisses, j'ai une bonne nouvelle. L'outil dont je vous ai présenté pour calculer tous ces rendements estimés est disponible gratuitement si vous vous inscrivez à la newsletter Trident. C'est le premier lien dans la description. Grâce à cet outil, vous allez pouvoir analyser le rendement des 10 plus grandes entreprises du S&P 500. Ici, je vous ai pris l'exemple d'Apple et à chaque fois, vous allez pouvoir vraiment choisir vos estimations de croissance et vos estimations de PER. Donc c'est bien, ça vous permet de vous entraîner aussi en termes de valorisation et de vérifier que si vous achetez des entreprises comme Apple, Microsoft, Nvidia, Google, que vous ne les payez pas trop cher par rapport à leur montant de bénéfices. Vous allez voir qu'il y a certaines actions qui sont clairement surévaluées. Voici par exemple Tesla. Vous voyez que la chute récente a été de moins 50% et on voit clairement sur le graphique que c'était justifié puisque même avec une croissance de 23% par an et un PER de 30, sur les 5 prochaines années, on est sur un rendement négatif. C'est un petit peu dommage et c'est le défaut, je trouve, d'un indice comme le S&P 500, c'est qu'on se retrouve obligé d'être exposé à Tesla alors qu'on n'a pas forcément envie d'acheter ce genre d'action qui est très volatile et qui peut être très surévalué à certains moments. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger cet outil dans la description et dites-moi en commentaire, selon vous, quelle est l'entreprise dans le top du S&P 500 qui vous semble la plus intéressante à l'heure actuelle. Les amis, je vous propose maintenant qu'on conclue cette vidéo avec les 3 règles d'or qu'on a vues ensemble pour être gagnant en bourse. Première règle, investissez vraiment sur le long terme, 10 ans et plus. Assurez-vous d'avoir une longue période de détention moyenne sur vos actions.
et vraiment accepter la volatilité inhérente de la bourse. Il y a eu une chute récemment, il y en aura encore dans les prochaines années. Ce qui va faire en sorte que vous soyez gagnant, c'est que vous restiez accroché et que vous acceptiez de prendre l'ascenseur. Étant donné que cet ascenseur, il fait peur, la deuxième règle, c'est vraiment d'y aller progressivement. Ça va être plus facile mentalement parlant si vous n'investissez pas votre capital tout d'un coup et que vous développiez plutôt une habitude d'investissement en vous disant par exemple, tous les lundis, j'achète 100 € d'actions quoi qu'il arrive. Donc vraiment mettre en place ce DCA et ne pas hésiter aussi à garder un petit peu de réserve en cash sur votre courtier afin de pouvoir éventuellement augmenter un petit peu ce DCA lorsque le marché chute et qu'il y a encore plus d'opportunités que d'habitude. Enfin, dernier point très important, avant d'investir votre épargne que vous avez durement gagnée, vérifiez que les investissements que vous réalisez cochent bien les 3 cases dont on a parlé, c'est-à-dire une forte croissance, une forte prédictibilité et une valorisation raisonnable, que vous achetiez des actions ou des ETF. Aujourd'hui, je vous ai parlé de Google, mais il existe plein d'autres entreprises très intéressantes sur les marchés qui ont donc cette forte croissance, cette forte prédictibilité et une valorisation qui est tout à fait raisonnable par rapport à la moyenne de l'indice. Et si vous rejoignez la méthode Trident, vous allez pouvoir ajouter ces actions qui vous intéressent à votre page achat, définir la croissance qui vous semble prudente et le PER que vous visez et automatiquement avoir les calculs pour savoir chaque semaine ou chaque mois l'action que vous devriez concrètement renforcer en ce moment. Je trouve que c'est une option qui est vraiment top parce que ça simplifie énormément le processus d'investissement. Au lieu de se poser sans arrêt des questions et de se dire est-ce que je devrais acheter cette action ou pas, là vous avez le calcul qui est automatiquement réalisé et vous pouvez donc aller acheter votre action chaque semaine ou chaque mois avec la certitude de faire une bonne affaire. Voilà les amis, c'était Roman, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vivez cette baisse sur les marchés. Est-ce que vous aussi vous avez sorti le portefeuille pour saisir des opportunités? Et n'hésitez pas également à me dire lesquelles. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.